Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection internationale. Collection internationale, dirigée par Denis Rolland, Joël Chassin, Françoise Dekowski et Marie-Hélène Touzalin. Cette collection a pour vocation de présenter les études les plus récentes sur les institutions, les politiques publiques et les forces politiques et culturelles à l'œuvre aujourd'hui. Au croisement des disciplines juridiques, des sciences politiques, des relations internationales, de l'histoire et de l'anthropologie, elle se propose, dans une perspective pluridisciplinaire, d'éclairer les enjeux de la scène mondiale et européenne. Dernière parution. Jean-Philippe Legoy et Jean-Louis Violot dire Institutions universitaires et mouvements étudiants 2020. Syriac ESSEBA et RE accent aigu NE accent aigu BIDIAS dire Comprendre les relations internationales contemporaines 2020. Imad Eddine HATIMI dire Le management de l'innovation au Maroc 2020. Antoine Dutil La patrimonialisation des semences végétales 2020. Antoine ULLESTAD Les frontières extérieures de l'Union européenne. Étude de l'internationalisation du marché intérieur 2020. Jean-Luc Mathieu, l'Institution du défenseur des droits 2020. Élodie Rémy, Réfugiés, l'hébergement chez des particuliers. Des liens qui rendent libres 2020. Garik GALSTYAN, L'écologie en Arménie, le lac Sevan et l'émergence du mouvement écologiste 2020. Miguel Suarez Boza, le port de Casablanca au XXe siècle. Une source de développement pour le Maroc 2019. Guy Laurent, Les ambiguïtés de la démocratie participative, de Porto Alegre aux Gilets jaunes, 2019. Despina TOMESCU, Roumanie Histoire d'une identité, 2019. Jean Kudela et Bernard Laurie dire Le regard sur l'autre en Europe médiane, 2019. Ruben Nilsson Brazao Texera, avec la participation d'Edja Triguero, des deux côtés de l'Atlantique, Natal Dakar dans une perspective comparative, 2018. Jules Durand, Lettres de prison septembre 1910 au février 1911, 2018. Félix Pavia, Mexique, La guerre perdue contre le narcotrafic, 2018. Dédicace. À Gabriel et Alice. J'aimerais remercier James Cohen pour nos nombreux échanges, ainsi que mes interlocuteurs souvent cités dans cet ouvrage, qui ont alimenté ma réflexion. Préface. États-Unis et Amérique latine, réflexion sur une asymétrie de voisinage nord-sud. Estelle Poitvin m'a demandé d'ouvrir la publication de son travail de recherche sur l'organisation des États américains, par une réflexion sur la relation entre le nord et le sud du continent américain. J'ai répondu positivement à son aimable sollicitation, tout en espérant sa bienveillance. Traiter 2 siècles de rapports interaméricains en quelques paragraphes relève de la gageure. J'espère qu'elle en tiendra compte, ainsi que les lecteurs de cet avant-propos, pour excuser la brièveté du rappel des faits et les raccourcis du raisonnement. Les normes géographiques posées par définition comme universelles sont politiquement éloquentes. Bien que 35 pays soient membres de l'OEA, l'Organisation des États américains, Amérique, est aux 4 coins du monde synonyme d'États-Unis. La relation entre le nord et le sud du continent américain est historiquement marquée par une asymétrie, que reflète cette captation normative du tout géographique par l'une de ses parties. Ce constat d'asymétrie quasi structurelle, quoi qu'il en soit, du fait de sa perpétuation a interpellé les chercheurs. Comment comprendre que ce continent colonisé de l'Alaska à la Terre de Feu ait pu donner des fruits institutionnels, économiques, technologiques, militaires, aussi contrastés entre son nord et son sud, dès les premiers jours des indépendances? Et comment comprendre que cet écart n'ait fait que s'élargir au fil des années? Les arguments avancés sont nombreux, tous intéressants, mais aucun n'apporte de réponse concluante. Le débat reste ouvert. Cela étant dit, et provisoirement mise en réserve réflexive, la conscience de cette situation asymétrique a très vite été gérée par les deux parties. Les États-Unis ont agi, selon la formule de Raymond Aron, en république impériale. Usant à leur profit territorial, économique, financier, culturel, le différentiel de puissance.
Les Latino-Américains ont fabriqué des stratégies défensives fondées sur le droit international, la mise hors la loi de la guerre et la construction d'alliances entre latins. Cette dialectique a pu interférer au XXe siècle avec des affrontements intercontinentaux majeurs. Les ambitions des pays totalitaires de l'Axe dans les années 1930, et la rivalité entre Est et Ouest, Union soviétique et États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale. Cette asymétrie quasi structurelle, les interférences de puissances hors zone, invite à poursuivre la réflexion sur la façon dont le plus puissant, les États-Unis, ont inscrit dans la politique concrète cette relation inégale. Les États-Unis ont eu en effet deux approches, de leur voisinage avec leur Sud. Ces approches diffèrent moins par leurs objectifs que par leurs modalités opératives. L'une et l'autre visent en effet à organiser le continent autour et au bénéfice d'un centre, les États-Unis et leur capitale, Washington. Mais les moyens de concrétiser cet objectif font appel à des instruments d'intensité internationale divergentes. L'une est brutale et ne s'embarrasse pas de contraintes juridiques et de morale internationale. Elle repose sur le sentiment d'une supériorité au minimum culturelle et religieuse. Légitimant le droit des États-Unis à dire le droit à leurs voisins du Sud, d'annexer des territoires, d'occuper leur pays pour des périodes fixées unilatéralement par l'occupant, de forcer le paiement de dettes en saisissant leurs revenus douaniers notamment. Les fondements théoriques et éthiques de ces interventions ont été inventés a posteriori, comme la doctrine de la destinée manifeste ou celle des frontières mouvantes. Ces doctrines justificatives ont couvert à chaud l'annexion de la moitié du territoire mexicain entre 1848 et 1853. Précédents ayant été suivis de bien d'autres. L'imposition d'une cession territoriale permettant la construction d'un canal interocéanique aux autorités du nouvel État indépendant de Panama en 1903, les multiples interventions militaires dans l'Amérique moyenne, Cuba, Grenade, Guatemala, Haïti, Mexique, Nicaragua, République dominicaine, de 1898 à 1934 et après le Deuxième conflit mondial. L'autre, baptisée par Franklin D. Roosevelt de politique de bon voisinage en 1934, s'efforce de mettre en place une maïeutique qui, par persuasion, doit convaincre les Latino-Américains qu'ils sont des partenaires à part entière. Cette voie admet la validité d'un multilatéralisme fondé sur la nécessité de l'union de tous, sur un pied d'égalité et des bienfaits du panaméricanisme. Cette option s'est cristallisée institutionnellement, avec la création d'un système articulé autour de l'OEA. Il est par ailleurs à l'origine de constructions multilatérales avec les États-Unis de durée variable, comme l'Alliance des Amériques. Il a justifié la création d'un espace de libre-échange d'Amérique du Nord entre États-Unis, Canada et Mexique. L'OEA, dans un tel contexte, mérite une attention particulière, qu'Estelle Poitvin a opportunément saisie. Même si les circonstances tragiques de la création de l'OEA, à Bogota, en pleine guerre civile colombienne au mois d'avril 1948, ne doivent pas être passées sous silence. Cet événement, cette création, sont révélateurs d'un hommage rendu par le vice à la vertu, dans la mesure où l'OEA a constitué et représente encore un effort de rationalisation diplomatique de rapports brutalement inégaux entre les États-Unis et leur Sud. L'OEA incarne le côté wilsonien d'un pays et d'autorités hésitant entre interventionnisme direct dans les Amériques latines et la voie maïeutique visant à fabriquer un espace de servitude volontaire, contrôlé à moindre coût. Les va-et-vient entre action directe et vassalité négociée ont été permanents. Theodore Roosevelt, président républicain en 1904, a théorisé le droit d'intervention directe des États-Unis, en ajoutant un corollaire à la doctrine Monroe, légitimant le droit du plus fort. Franklin Delano Roosevelt en 1934, avec sa politique dite du bon voisinage, a personnifié l'autre courant. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et de la mise en place d'un chapeau censé multilatéraliser les rapports entre nations, l'OEA a fait figure d'ONU américaine, avec les bémols institutionnels répondant à la compatibilité recherchée entre bon voisinage et souveraineté latino-américaine limitée par consensus. Le siège de l'OEA est à Washington, et son budget est assuré par les contributions des États-Unis. Ces allers et retours entre interventionnisme et diplomatie d'influence nécessiteraient bien davantage que quelques paragraphes. On se bornera donc à en signaler la validité,
comme dans les années des deux Roosevelt. Barack Obama et Donald Trump ont à leur manière perpétué ces deux approches de relations asymétriques existant entre les États-Unis et leurs voisins du Sud. Prenant acte que pour la première fois une majorité d'États latino-américains avaient des gouvernements nationalistes et progressistes, Barack Obama avait choisi de composer. Il a rétabli les relations diplomatiques avec Cuba. Il a admis la coresponsabilité des États-Unis dans la crise sécuritaire du Mexique. Il a soutenu la négociation d'accords de paix entre les FARC et le gouvernement colombien. Ce qui lui a permis de préserver la capacité de parole et d'écoute des États-Unis au sein de l'OEA, comme des sommets des Amériques. L'arrivée de Donald Trump aux affaires en 2017 a coïncidé avec celle de gouvernants latino-américains majoritairement conservateurs et libéraux. Reprenant les pratiques d'interventionnisme direct, afin de défendre une conception unilatérale et exclusive de l'Amérique du Nord, d'abord, Donald Trump a suspendu la politique de bon voisinage de son prédécesseur sans tenir compte des affinités à l'égard de Washington, signalées par les nouveaux dirigeants latino-américains. En dépit de déclarations à caractère idéologique condamnant les pays socialistes ou communistes, vecteurs de troubles moraux, Bolivie, Venezuela, Cuba, ce qui est ciblé est bien davantage le caractère hémisphérique dissident de leur gouvernement, jugé trop lié aux adversaires du jour, Chine et Russie. La relation imposée par Donald Trump passe de façon privilégiée par des voies bilatérales quitte à déléguer au Canada le rôle de petit télégraphiste, au sein du groupe de Lima, constitué en 2017 avec le soutien des États-Unis, mais sans leur participation pour forcer l'alternance au Venezuela. La pression économique sur Cuba a été rétablie. Le Venezuela est asphyxié financièrement. Le poste d'ambassadeur chargé du suivi des accords de paix en Colombie a été supprimé. Le Brésil, dirigé par un adulateur des États-Unis, Jair Bolsonaro, s'est vu infliger une lourde taxe sur ses exportations d'acier en direction des États-Unis. La Colombie, elle aussi présidée par un ami de Washington, Iván Duque, s'est vu rappeler sans ménagement une exigence d'efficacité dans le combat contre la culture et le trafic de stupéfiants. Le Mexique d'Enrique Peña Nieto a fait l'objet de déclarations humiliantes. Suspendu après la victoire en 2018 de son adversaire de gauche, Andrés Manuel López Obrador, jugé plus efficace dans le contrôle des flux de migrants aux frontières. Étudier la qualité des rapports entre États-Unis, puissance mondiale majeure, avec leurs proches voisins, nations périphériques à tout point de vue, permet la mise en évidence de pratiques diplomatiques en situation asymétrique dépassant leur cadre géographique. D'une certaine façon, le continent américain constitue une sorte de laboratoire où ont été expérimentées par Washington des politiques ultérieurement universalisées. Jean-Jacques Kourliansky, directeur de l'Observatoire Amérique latine, Fondation Jean Jaurès, chercheur IRIS. The United States still exercises power, but now it is indirect and mediated through institutions. Michael Barnett and Raymond Duval, Power in International Politics, International Organization, The MIT Press 2005, pp 39 à 75. Introduction. À la fin du XIXe siècle, les États-Unis jouaient déjà un rôle de puissance hégémonique dans l'hémisphère. Les relations entre le Nord et le Sud étaient principalement façonnées par les intérêts économiques et stratégiques des États-Unis, dans un contexte de consolidation de la puissance américaine. L'Amérique latine représentait pour les États-Unis un marché à protéger, permettant d'écouler le surplus de la production américaine. L'infrastructure militaire offrait la possibilité d'intervenir dans la région et de défendre les intérêts américains. La guerre hispano-américaine de 1898 marque d'ailleurs la création des premières bases militaires en Amérique latine. Celles de Panama et de Porto Rico en particulier fournissaient des plateformes idéales à partir desquelles lancer des interventions en Amérique centrale et dans les Caraïbes. La doctrine Monroe, du nom du président américain qui l'a formulée devant le Congrès en 1823, complétée ultérieurement par le corollaire Roosevelt 1904, est au fondement de l'interventionnisme américain. Elle marque le début d'une politique des États-Unis en direction de l'Amérique latine. Le président Monroe exprime les inquiétudes d'un pays soucieux de se prémunir contre le retour des puissances coloniales.
La question de l'affirmation d'une chasse gardée au sud est en revanche source d'analyses divergentes. Pour François Thual, il ne s'agit pas d'une déclaration offensive mais avant tout défensive. Toute tentative d'intervention de la part des puissances européennes est considérée comme une menace à la paix et la sécurité du continent. Le texte est d'ailleurs plutôt positivement accueilli au Sud. Le Venezuela sollicite par exemple, à plusieurs reprises l'arbitrage des États-Unis dans son conflit frontalier avec la Grande-Bretagne, Guyane britannique. L'intervention américaine, 1895, dans le pays sera l'occasion de réaffirmer la doctrine Monroe. C'est dans ce contexte favorable qu'il faut analyser le panaméricanisme encouragé par les États-Unis dans les années 1890, alors que le projet de Bolivar avait échoué quelques décennies plus tôt. Il doit concrétiser l'agenda expansionniste de la puissance américaine. Washington visait avant tout des bases militaires, des matières premières, des investissements, de la stabilité politique. De tels objectifs HE monique ne pouvaient être annoncés publiquement, mais le panaméricanisme fournissait la parfaite couverture, affirme Stephen Streeter. Les pays d'Amérique latine restent méfiants. Les intellectuels, tels le péruvien Victor Raúl Aya de la Torre ou l'argentin Manuel Ugarte, lient le panaméricanisme à la politique du gros bâton de Theodore Roosevelt et dénoncent le ministère des colonies des États-Unis. La volonté de se démarquer de l'Amérique anglo-saxonne n'est d'ailleurs pas nouvelle. La dénomination Amérique latine avait été forgée dans les années 1840 et exprimait, comme le relève Sébastien Santander, la nécessité d'une identité sous-continentale. Les pays d'Amérique latine défendent un panaméricanisme axé sur le respect de la souveraineté et la non-intervention dans les affaires intérieures des pays. La Seconde Guerre mondiale constitue un tournant dans la coopération. Alors que les États-Unis cherchent à consolider les alliances dans l'hémisphère, les pays du Sud s'inquiètent des visées des puissances de l'Axe qui nourrissaient un projet de partage du continent sud-américain. L'Amérique latine entre en guerre aux côtés des États-Unis. L'image du voisin américain bénéficiera aussi par la suite de la bonne image des GIs, considérés comme les libérateurs de l'Europe occupée par les nazis et menacée par l'URSS. Cette solidarité interaméricaine trouve un prolongement dans la relance du panaméricanisme. Ce mouvement donnera naissance, après la guerre, à une organisation politique axée sur la paix et la sécurité, l'Organisation des États américains. L'OEA est mise en place par la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.